Bonjour à tous, je m'appelle Cédric. Ce matin, on va regarder un atelier ensemble sur l'estivage de la piscine. Qu'est-ce que l'estivage d'abord? On va voir les différentes étapes. Donc l'estivage, c'est la mise en mode été de la piscine. Votre piscine, vous venez de la voir, elle va fonctionner selon deux modes, un mode été et un mode hiver. Et on va appeler estivage le passage en mode été, et on va appeler hivernage le passage en mode hiver. Mode été, c'est la saison de la baignade, donc on va rendre la piscine utilisable et baignable. Et le mode hiver, on va passer dans un mode où effectivement elle va hiberner, on pourrait même dire, pour être en mode minimum, pour conserver l'eau, pour pouvoir la remettre en été la saison suivante. Une partie théorique qu'on va voir ici, où je vais vous abreuver de plein d'informations. Et après, on va faire un petit atelier pratique dans le local piscine que l'on a à côté, sur deux points essentiels de l'estivage, qui sont comment on étalonne une sonde d'une manière générale. On va regarder sur une sonde pH, comment on fait son étalonnage. Pour ceux qui ont des sondes une fois par an, il faut les étalonner. Et comment on règle un bypass et une pompe à chaleur, parce que c'est souvent qu'effectivement, il y a des petits défauts de réglage dans les bypass qui rendent que la pompe à chaleur est un peu moins efficiente, elle est moins performante et moins rapide à chauffer votre eau et elle va consommer plus d'énergie. Donc je vais vous faire ces petits ateliers-là. Alors, rappel des bases d'une piscine. Première chose, tout ce que l'on va dire ce matin, ou même dans l'atelier de l'hivernage, tout ce que l'on dit, à 90, voire 95, voire quasi 99%, sont sur ce document de manière synthétique. Ça, normalement, vous l'avez dans vos locaux techniques, accroché sur le mur à côté des éléments de filtration. Et c'est disponible sur notre site internet rêvedepicine.com dans la section services après-vente. Vous pouvez le télécharger en PDF. C'est disponible. Et là, vous avez 95%, 99% des éléments que je vais dire ce matin et de l'utilisation qui est là. C'est une synthèse complète pour un entretien que vous devez faire de manière régulière, en été ou en hiver. Une synthèse de qu'est-ce qu'on fait quand on fait l'estivage de la piscine et une synthèse de qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait l'hivernage de la piscine. Cette synthèse ne va pas remplacer les guides utilisateurs. On verra, chaque appareil, notamment un électrolyseur ou un régulateur pH, va avoir sa notice et sa procédure d'étalonnage. Là, c'est de manière générique, on va vous dire qu'il faut étalonner la sonde. Il faudra vous référer au guide utilisateur de votre appareil pour connaître la procédure exacte. Mais par contre, ça, c'est vraiment un pense-bête que vous pouvez utiliser en permanence. Donc, les bases de l'estivage. Quand on passe sa piscine en mode été, qu'est-ce que l'on fait? C'est mentionné ici. Vous avez une partie ici qui sont les actions à réaliser dans l'estivage. Donc, première chose importante, l'estivage de la piscine, on le fait quand? Quelle est la date? Quel est le moment exact? On le fait à partir du moment où la température de l'eau passe au-dessus de 15 degrés. C'est vraiment ça. Quand on est au-dessus de 15 degrés, on va avoir une prolifération d'algues qui va démarrer de manière un peu plus intensive. C'est là qu'il va falloir qu'on la passe en mode été, donc avec des produits de désinfection et un entretien régulier. Quand on est en dessous de 15 degrés, voilà, la prolifération d'algues est quand même beaucoup moindre, la photosynthèse marche moins, et donc là, on est en mode hiver. Donc c'est ce point de 15 degrés qui est important, de manière continue, parce qu'il est possible que pendant une heure, l'eau passe au-dessus de 15 sur la surface parce qu'il y a du soleil. C'est d'ailleurs pour ça que des fois, on voit un petit peu de verre qui peut apparaître sur les bords ou sur le haut de la piscine. C'est parce que cette eau qui a pris le soleil a dépassé un petit peu les 15 degrés et la photosynthèse a commencé à démarrer sur les algues, puisque là, vous n'avez pas de produit et vous commencez à avoir un petit peu de verre. C'est pas grave, mais c'est normal. C'est parce que vous avez cette partie-là qui a dépassé les 15 degrés. Donc, quand votre eau est majoritairement au-dessus de 15 degrés, quand elle est brassée, là, c'est sûr qu'il faut être en mode été, sinon elle va verdir. La première chose, on commence par une phase de nettoyage. Nettoyer physiquement le bassin, nettoyer vos 3 éléments de filtration. Donc la première étape, ça va être le nettoyage. On va le détailler après. Deuxième étape, ça va être de réajuster l'équilibre de l'eau. C'est un point très important, l'équilibre de l'eau. Ça, c'est bien une chose qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui dans cet atelier, c'est qu'est-ce que l'équilibre de l'eau.
Nettoyer, on le fait tous. Mettre du désinfectant, tout le monde y pense dans sa piscine. Par contre, l'équilibre de l'eau, beaucoup de gens l'oublient. L'équilibre, on va voir ce que c'est et ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne bien. Et après, vous allez démarrer votre désinfection, réguler votre pH si vous en avez, et ajuster les temps de filtration et mettre en chauffe votre eau. On va voir toutes ces étapes les unes après les autres. Alors, le nettoyage. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de chacune de ces étapes qu'on vient de voir. Première chose, on nettoie son bassin. Nettoyer, c'est enlever les algues, enlever les feuilles, enlever tous les débris que vous pouvez avoir à l'intérieur, passer l'épuisette, frotter les parois avec vous avez une brosse qui est mise pour mettre au bout du balai, vous frottez vos parois pour faire déposer tous les éléments, nettoyer la ligne d'eau à la brosse, parce que la ligne d'eau va marquer au fur et à mesure des saisons, donc il faut la nettoyer de manière régulière. La ligne d'eau, c'est quoi? C'est l'endroit où l'eau frotte le bord de la paroi. C'est le niveau d'eau. Il faut frotter avec une petite brosse. Il y a des produits qui existent aussi pour intensifier le nettoyage. Et on va aspirer le fond de la piscine, soit avec le balai aspirateur, soit avec un robot nettoyeur, si vous en avez un. Attention, ce n'est pas parce que vous faites un nettoyage que ça va être propre, parce que quand vous allez nettoyer, ça va aussi mettre plein de particules dans l'eau. Vous allez attendre une journée, puis pouf, ça va se reposer sur le fond. Donc, c'est à faire plusieurs fois. Et plus ça va être fin, ce que vous allez enlever. Alors, utilisation du balai aspirateur. C'est mentionné ici. Comment est-ce qu'on va passer le balai aspirateur? Je vous laisserai regarder dans le détail, mais ce qui est important, c'est de respecter le sens de ces éléments qui sont mentionnés là, parce qu'effectivement, il faut brancher son tuyau sur la prise balai. Il faut retirer l'air du balai et du tuyau avant ce branchement. Donc, il suffit simplement de mettre le tuyau dans l'eau et de faire sortir toute l'air du tuyau avant de le brancher. Et après, il faut ouvrir les vannes, mettre la filtration dans le bon sens, en respectant ces étapes. Donc, c'est positionner les vannes d'aspiration selon le schéma qui est mentionné là, quand on met la prise balai, mettre la pompe de filtration en marche forcée, et préparer le tuyau et le balai pour les mettre dans la piscine. Et après, vous allez passer votre balai lentement. Le but n'est pas d'y aller à fond. Si vous allez à fond, vous allez tout soulever. C'est vraiment de passer lentement pour venir aspirer tout ce qui est déposé dans le fond. La terre, la poussière, les résidus de feuilles, sachant que vous avez déjà passé le balai, l'épuisette avant. Donc vous avez enlevé le gros. Là, on passe le balai, c'est après l'épuisette qu'on a vu dans les étapes. Et là, vous allez passer tout doucement pour enlever les éléments. Ne jamais sortir la tête du balai, sinon vous allez aspirer de l'air et vous allez désamorcer votre pompe. Désamorcer la pompe, qu'est-ce que c'est? C'est que la pompe se retrouve à tourner à vide, donc elle ne va plus aspirer d'eau, et elle va aspirer de l'air, et elle va arrêter d'aspirer l'eau de la piscine. Et dans ce cas-là, il faudra la réamorcer. C'est une procédure que l'on trouve également sur le site internet, vous pourrez voir comment la réamorcer, mais il faut remettre de l'eau dans le panier de pré-filtre pour réamorcer la pompe. Quand vous avez fini, vous débranchez votre balai du côté de la prise balai, vous allez arrêter votre pompe, remettre les vannes dans le bon sens, et n'oubliez pas d'aller nettoyer le panier de pré-filtre devant votre pompe. Parce que tous les éléments que vous allez aspirer, les gros que vous allez aspirer, vont se retrouver dans le panier devant la pompe. Et puis après, vous remettez les vannes en position normale et vous rallumez votre filtration. Alors, le passage du balai, c'est très simple quand on sait le faire. Il faut respecter ces étapes-là. Mais au début, on se pose toujours un petit peu les questions. Dans quel sens je le fais? Dans quel sens je branche? Si on branche le tuyau, qu'on allume et qu'on aspire de l'air, pouf, on a désamorcé la pompe. Et puis, il n'y a plus de pression, ça n'aspire plus. Parce que votre pompe a été désamorcée. Vous nettoyez votre bassin. Il faut aussi nettoyer vos filtres. Donc, bien sûr, le pré-filtre de pompe, comme je viens de dire, vous avez passé le balai. Alors ça, c'est un skimmer. Et le pré-filtre de pompe, il est là. Donc, c'est le panier qui est devant la pompe qu'il faut nettoyer. Bien sûr, nettoyez vos skimmers. Et puis, nettoyez votre filtre principal, que ce soit un filtre à cartouche ou un filtre à sable. Et vous avez également ici le détail de comment est-ce qu'on nettoie votre filtre à cartouche, à réaliser donc après le lavage du bassin et à nettoyer au jet d'eau. Évitez le Karcher, ça risque d'abîmer le papier. Pour le filtre à sable, le principe, c'est que il n'y a pas de cartouche, c'est le sable qui va attraper les impuretés,
mais ça impose un raccordement à l'égout parce qu'avec la vanne 6 voies, on va se mettre en position de contre-lavage, c'est-à-dire que l'eau va remonter dans le filtre à sable de manière à décoller les impuretés et les jeter à l'égout. Donc, on éteint la filtration, on met les vannes dans le sens lavage, de la vanne 6 voies, on va allumer la filtration, on va vider à l'égout toutes les impuretés, ce qui va descendre le niveau d'eau de la piscine, parce que c'est bien l'eau de la piscine que l'on met dans l'égout quand on fait un nettoyage de filtre à sable. Ensuite, on va mettre la vanne, on va arrêter la pompe, mettre la vanne en mode rinçage, pour rincer les tuyaux, parce qu'on a passé plein de saletés dans les tuyaux, donc on va mettre un mode rinçage pour nettoyer les tuyaux. Et après, on va remettre en mode filtration normale. Ne pas oublier de faire l'appoint d'eau dans la piscine, hein, parce que vous avez jeté de l'eau dans l'égout. Donc voilà, première étape, elle est faite. On a nettoyé notre bassin, on a nettoyé notre ligne d'eau, on a aspiré toutes les saletés qui étaient au fond, on a retiré toutes les saletés, on a nettoyé tous nos filtres. Donc là, on a une filtration propre. Je n'ai pas dit que l'eau était translucide, je n'ai pas dit que l'eau était belle pour l'instant. On a nettoyé notre piscine et on a enlevé toutes les impuretés. Maintenant, on va s'occuper de la qualité de notre eau. Mais on s'en occupe après avoir enlevé toutes les saletés. La qualité de l'eau passe par d'abord son équilibre. Ce n'est pas la désinfection. Il ne faut pas confondre équilibre de l'eau et désinfection. L'équilibre de l'eau, qu'est-ce que c'est? L'équilibre de l'eau, c'est une première étape qui est incontournable, hein, qui permet de garantir le confort des baigneurs, mais c'est ce qui fait que l'eau est baignable. Et c'est ce qui fait que, en fait, entre guillemets, elle est neutre. Ni acide, ni basique. Elle est neutre, où on peut se baigner, ça ne va rien faire à la peau. Et elle est même propice à la vie. Parce que là, il peut y avoir des têtards, il peut y avoir plein de choses, parce que l'eau est équilibrée. Les têtards ne nagent pas dans l'acide. Ils n'aiment pas trop. Donc en fait, le principe, c'est de se dire, on va d'abord rendre cette eau le plus neutre possible, le plus équilibré possible, propice à la vie. Parce que nous, on a envie d'aller dedans, quoi. Mais ce n'est pas la désinfection. La désinfection, ça sera tuer la vie qui est dans l'eau. Mais d'abord, il faut rendre l'eau propice à cette dernière. Et l'équilibre, elle est régie par un phénomène qu'on appelle la balance de Taylor. Et donc, il y a 3 paramètres pour l'équilibre de l'eau. Paramètre numéro 1, et je dis bien numéro 1, commence par ça, l'alcalinité. L'alcalinité de l'eau, qui est ici, on appelle ça le TAC, c'est le pouvoir alcalin de l'eau. Et en fait, c'est une des premières bases qu'il faut que vous puissiez vérifier. Ça ne change pas énormément, mais ça change beaucoup avec les pluies. Donc, quand on a eu beaucoup de pluie, il faut vérifier son alcalinité. En sortie d'hiver, vous allez devoir ajuster votre alcalinité, c'est quasi sûr. Si on bouge un paramètre, ça va bouger les autres. Ils sont liés, les paramètres entre eux. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter bien l'ordre. Et en numéro 1, on fait l'alcalinité. Je suis un peu lourd sur l'alcalinité, mais parce que beaucoup de gens l'oublient. Tout le monde parle de pH, tout le monde parle de chlore. Personne ne parle d'alcalinité. Pourtant, si l'alcalinité n'est pas faite, vous ne pouvez pas régler votre pH. Vous avez entendu des gens qui disent « Oh, j'arrive pas, mon pH, il fait yo-yo. » Bah oui, fait yo-yo, oui, parce qu'on n'a pas fait l'alcalinité avant. Et donc, on va regarder point par point ce qu'on doit faire. Et la zone d'équilibre, c'est cette partie bleue, là. C'est la zone d'équilibre. On considère que, voilà, un pH entre 7,2 et 8, c'est correct. Une zone d'alcalinité entre 60 et 125 mg par litre, on est bon. Et la dureté de l'eau, le paramètre numéro 3, qui est le calcaire, en fait. Hein. La dureté de l'eau, c'est la quantité de calcaire que vous pouvez avoir dans votre eau. Une eau trop calcaire, c'est pas bon. Une eau pas assez calcaire, c'est mauvais. Une eau sans calcaire, ce n'est pas une eau bien équilibrée. Et ce qui est en plus très important dans son équilibre, c'est important pour vous baigner, pour votre peau, mais c'est important pour les produits qu'on va mettre. Si l'eau n'est pas équilibrée, les produits qu'on va mettre derrière ne marchent pas. Si vous avez un problème d'équilibre de l'eau, vous pouvez mettre
des fois du chlore, ça ne fera rien. Le chlore ne marchera pas. Donc les personnes qui voient une eau verte, qui balance du chlore, bah, il ne se passe rien, je mets du chlore, et je mets du chlore, et je mets du chlore. Toujours des algues dans mon eau. Bah oui, mais si l'équilibre n'est pas fait, le chlore ne marche pas. Donc cet équilibre, c'est vraiment le point essentiel. Donc le premier paramètre, l'alcalinité. Malheureusement pour nous, pour vous, il n'y a aucun appareil d'ajustement de l'alcalinité. Ça n'existe pas. On ne sait pas le mesurer au manque de la bandelette. Il n'y a pas de sonde d'alcalinité. On n'injecte pas du TAC liquide plus. Ça n'existe pas. Donc c'est quelque chose qu'on doit faire manuellement. C'est attaqué et diminué par les pluies. Et en fait, la valeur qui doit être atteinte, c'est entre 8 et 10. Ça dépend si on parle en degrés français ou en milligrammes par litre. Donc, si on est en milligrammes par litre, on va être entre 80 et 140, qui est attendu. Ça se mesure très facilement. Je vais vous expliquer comment on mesure tout ça après. Donc, entre 80 et 140, c'est un bon TAC. Si on a un TAC trop élevé, on va avoir un pH qui va beaucoup trop monter et on peut avoir du tartre qui va se déposer. Si on dépasse, si on est au-dessus de 250. Si on est en dessous, eh ben, on va avoir un pH qui va faire yo-yo, un pH qui va tomber, et on va avoir une eau qui va être agressive. Donc l'objectif, première chose, une fois qu'on a nettoyé, on ajuste notre alcalinité. Pour faire bien, on est en début de saison, on sait qu'il ne va que tomber, on l'ajuste haut, on le met élevé. On va le mettre entre 140 et 200. On se met sur la plage haute, de manière à ce qu'on soit tranquille pour les 3 mois qui viennent. On ne va pas faire ça toutes les semaines. Ça ne se change pas si vite que ça. On va le mettre à 150, 200, on va le mettre de manière assez élevée, on va le régler. Alors généralement, il est tombé et on met une poudre. Une poudre, il y a une quantité de poudre à mettre par rapport aux mesures que vous avez fait au volume du bassin dans votre piscine. Et puis ça, vous la mettez. Ça permet de mettre un TAC élevé en début de saison pour être tranquille. Et puis vous le vérifiez une fois tous les mois. Vous verrez s'il s'est passé des saisons des pluies. Plus les pluies sont acides, plus ça va bouffer en fait tous les cristaux dans l'eau, cette acidité, et ça va faire diminuer le TAC. Une fois qu'on a notre TAC ajusté, on va pouvoir ajuster notre pH. Alors là, si vous avez une régule pH, ça va le faire tout seul. Mais d'une manière générale, vous allez avoir un pH qui va être plutôt élevé, puisque je vous ai dit que le TAC que vous allez mettre va faire monter le pH. Mais donc, normalement, le produit que vous ne devez jamais utiliser, parce que vous n'aurez pas en avoir besoin, c'est du pH+. Ça ne sert pas. Vous allez mettre du TAC+, qui va faire monter le TAC, ça va faire monter le pH en même temps. Et après, vous allez ajuster avec un peu de pH- si vous avez besoin, pour diminuer le pH, qui va avoir tendance à monter à cause du TAC, ou monter à cause d'un électrolyseur. Là, vous avez sûrement une régule qui va tirer un petit peu vers le bas, si vous avez pris l'option. Donc, en gros, du TAC et du pH- optionnellement. Mais vous pouvez aussi prendre le choix de dire je ne mets pas trop en TAC pour avoir un pH qui est bon. Vous n'êtes pas obligé de mettre à 200. Peut-être vous dites si je me mets à 140 ou à 120 le TAC, le pH va être bon. Parce qu'il y a une corrélation entre les deux. Et vous pouvez le faire par petite dose. J'ai un TAC à 40, je vais le monter à 80. Je regarde ce que ça donne en pH. 24 heures plus tard, de 80, je le monte à 120. J'ai mon pH qui est à 7,4, 7,5, c'est bon, je m'arrête là. Je suis à 120, pH à 7,4, je suis parfait. Terminé, l'eau équilibrée. Et enfin, le troisième paramètre, c'est la dureté. C'est le calcaire. Donc il faut qu'il y ait un calcaire entre 100 et 250 mg par litre, ou 10 degrés français ou 25 degrés français. Si vous avez une eau trop douce, ce n'est pas bon. Ça va être agressif et ça va être corrosif. Donc, si vous avez des adoucisseurs d'eau dans la maison, il ne faut pas l'utiliser pour remplir la piscine. Il faut bien de l'eau de ville complète.
avec la totalité. Il ne faut pas utiliser de l'eau qui sort de l'adoucisseur. Et pareil, une autre eau calcaire, bah là, il va falloir faire quelque chose pour séquestrer le calcaire, parce que le calcaire, hein, je ne vais pas vous expliquer ce que ça fait sur les canalisations, sur tous ces tuyaux. Vous le voyez tous dans la douche. Quand vous avez une autre eau calcaire, vous savez bien ce qui se passe, ça bouge tous les éléments, et c'est mauvais, ça en retard tous les éléments. Normalement, si votre TAC est pH correct, dans notre région, sauf quelques exceptions, on a un niveau de calcaire correct. Donc ça ne devrait pas nécessiter d'ajustement. Si ça nécessite de l'ajustement, on a des produits pour le séquestrer. Si vous avez une eau trop calcaire, ça dépend des zones du département où vous êtes. Mais globalement, on a quand même une eau correcte. Et justement, pour vous, la languette, c'est largement suffisant pour faire ce contrôle hebdomadaire, ce contrôle fréquent. Vous allez tremper une languette. J'ai des languettes là, j'en ai là, on a deux types de languettes. On fera sur vos eaux tout à l'heure des tests de languettes pour que vous puissiez voir. Ah, vous avez des couleurs. Vous avez une languette. Vous mettez la languette dans l'eau directement. Vous attendez une quinzaine de secondes. Et puis après, vous allez comparer avec les couleurs. Attention, comment on utilise ces languettes? Vous avez 20 secondes pour lire. Passé 20 secondes, la languette, elle est morte. Si vous trempez, vous la posez, vous revenez 3 minutes plus tard pour mesurer, c'est fini. Vous avez un créneau, et c'est ça qu'il faut comprendre sur la languette. Cette languette, vous la mettez 15 secondes dans l'eau, et après, vous allez lire. Mais il faut lire dans les 20 secondes, 30 secondes qui suivent. Sinon, les couleurs vont virer. Alors, ce qui peut être fait très simplement, hein, c'est vous mettez ça, hop, vous prenez votre téléphone et vous faites une photo dans les 20 secondes et après, vous prenez le temps de lire tranquillement. Il ne faut pas laisser la languette sécher ou la languette plus d'une minute, elle va être morte. Et donc, ça, on va vérifier quoi? La dureté, le tac et l'alcalinité. Vous avez les 3 paramètres dessus. Donc, vous pouvez vérifier tout l'équilibre de l'eau avec une seule languette. Vous avez les 3 paramètres dessus. Et en plus, ça va mesurer les désinfections, brome ou chlore que vous avez. Vous pouvez aussi contrôler le niveau de désinfection, on en parlera après. Donc, une languette permet pour vous de vérifier la totalité de l'équilibre de l'eau que vous avez à contrôler de manière hebdomadaire. Par contre, c'est bien pour votre contrôle hebdomadaire, mais on va vous demander en chaque début et fin de saison de faire une analyse d'eau avec un outil d'analyse plus complet que la languette. Pourquoi? Parce que ces outils d'analyse vont vérifier aussi des polluants que vous pouvez avoir au fur et à mesure de la vie de votre bassin, notamment du phosphate, du cuivre, du fer, des éléments un peu plus dérangeants que vous n'allez pas avoir sur votre languette. Ce n'est pas à vérifier toutes les semaines, ces polluants, parce que la pollution n'arrive pas comme ça, mais au moins, à minima 2 fois à l'année, à la mise en été et à la mise en hiver, à l'estivage et à l'hivernage, nous vous conseillons de faire une analyse d'eau plus complète avec des appareils comme ceux que l'on a là. C'est un appareil qu'on appelle Spin Touch, une petite centrifugeuse avec des réactifs qui vont permettre de faire une mesure de beaucoup plus d'éléments. Et on a après un rapport d'analyse complet avec le TAC, bien sûr, le pH, la dureté, le brome, le cuivre, le fer, le phosphate, et qui va même mesurer le sel pour ceux qui sont avec une piscine au sel, parce qu'il faudra aussi ajuster le sel, bien évidemment. Donc, en début de saison, et c'est pour ça qu'on vous a demandé de faire une analyse, d'amener, on va la réaliser sur les eaux que vous avez ramenées, un test complet ici avec notre appareil qui est directement branché en informatique et qui va sortir une analyse de votre eau en vous disant, ben voilà, vous avez ça dans votre eau qu'on a pu contrôler. Bien sûr, on parle d'équilibre, mais on va vérifier les pollutions. Si vous n'êtes jamais pollué, tant mieux, mais on vous conseille de le faire. Ce contrôle 2 fois par an. Donc ça, vous le verrez, hein, vous aurez les résultats qui seront donnés tout à l'heure. Donc ça y est, on a une piscine qui est propre. Il n'y a plus rien dans le fond, les parois sont propres. Ma filtration, tous les filtres sont propres, donc ça tourne bien. On a une eau équilibrée, donc propice à la vie et propice à la désinfection.
on va pouvoir commencer à traiter notre piscine comme on l'entend depuis le début. On veut mettre du chlore pour démarrer, mais il faut faire tout ça avant de commencer à mettre le désinfectant, chlore ou brome. Et on va commencer par la première chose, c'est à tout tuer dans l'eau. Elle était en hiver, il n'y avait pas de désinfection. Il peut y avoir des tétards, il peut y avoir des bactéries, il peut y avoir plein de choses. En plus, on a mis une eau bien équilibrée pour que la vie puisse prospérer. Mais la première chose, on va faire ce qu'on appelle un traitement choc. C'est une dose carabinée de désinfectant pour tout tuer. Et si elle est un peu verte, c'est là, ça va tuer les algues aussi. Ça va tout tuer. C'est vraiment une dose de médicament direct, genre antibiotique, quoi. Boum. Donc, le produit qu'on conseille, donc c'est un produit choc que vous voyez sur la droite. Hein, il en existe d'autres marques, mais celui-là est celui qu'on utilise de manière fréquente ici. Donc c'est une dose flash très élevée de désinfection pour tuer toutes les algues et toutes les bactéries. Et la posologie de ce produit, c'est un bouchon pour 20 mètres cubes. Donc en fonction du volume de votre piscine, vous en mettez un et demi, deux, en fonction de la taille de votre piscine. Et après, on va laisser la filtration en marche forcée pendant 24 heures. Hein, comme on a dit, hein, pour tout produit, idéalement, vous laissez une journée tourner pour que ça se mélange bien. Et donc là, ça va effectivement tout tuer. Et si vous aviez une eau qui était un petit peu verte, ce qui peut être normal, puisque vous êtes approché des 15 degrés, il n'y avait pas de désinfection, donc il y a une prolifération d'algues qui a pu démarrer, votre eau va blanchir. C'est que vos algues vont mourir, et votre eau va blanchir. Elle ne va pas être transparente tout de suite, il va falloir enlever les algues mortes. Et ça, c'est le rôle du filtre et de la filtration au fur et à mesure. Donc il faudra nettoyer votre filtre de manière récurrente pour retirer ces algues mortes, et votre eau va s'éclaircir au fur et à mesure. Et donc, une fois qu'on a mis cette désinfection, on se retrouve avec une eau propre, équilibrée, désinfectée, pas encore désinfectante, mais désinfectée par un coup sec, et sans aucune impureté. Et donc là, on va pouvoir mettre en place la désinfection et la régulation pH. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos appareils, que ce soit brominateur, électrolyseur, système UV, tous les appareils que vous avez, si vous en avez de maintien, c'est bien des appareils de maintien. Je n'ai pas ce terme par hasard, c'est des appareils qui servent à maintenir une eau propre et une eau déjà désinfectée. Ce n'est pas des appareils qui vont récupérer une eau. Les récupérations d'une eau verte, les récupérations d'une eau déséquilibrée, c'est toujours en manuel. Les appareils qui sont installés, notamment un électrolyseur, son but est de maintenir une eau qui est propre et on maintient un état de l'eau. Donc on allume après ce maintien. On a mis l'eau propre, on a équilibré, on a tout tué. Maintenant, on va maintenir l'eau dans un état correct avec nos appareils. Premier appareil, brominateur. Première chose, voilà, on va mettre et on va remplir 2 galets de brome. Et on a après une puissance ici à régler. Ça va tenir entre 3 semaines et 1 mois en fonction de la taille de la piscine. Et vous remplissez. Vous pouvez le faire au moment du traitement choc. Hein. Vous pouvez le mettre même un petit peu avant. On n'est pas obligé d'attendre. Vous le mettez en même temps que vous choquez. Ce n'est pas gênant. Et ce réglage de brominateur, vous allez le régler au fil des semaines et de vos mesures hebdomadaires. Dire, mais quelle puissance je mets? Est-ce que je mets à 3? Est-ce que je mets à 4? Est-ce que je mets à 5? Je vais vous dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quelle puissance vous allez mettre chez vous. Ça va dépendre du nombre de personnes qui se baignent, du temps que vous la laissez ouverte, du temps et du taux d'ensoleillement qu'elle va avoir. Tous ces éléments-là vont faire directement changer le réglage. Alors après, vous connaissez votre piscine, vous savez comment vous l'utilisez, ça va devenir l'habitude et vous savez que vous, dans votre usage et dans la façon dont vous l'utilisez, 3 c'est bien. Et vous savez que si vous avez un quart de rugbyman qui arrive pour le week-end, va peut-être passer à 5. Si vous êtes avec un électrolyseur au sel, eh ben, il va falloir le rallumer. Normalement, le disjoncteur éteint, vous le rallumez. Attention, ne pas oublier de vérifier votre taux de sel. Donc, si vous faites votre analyse, on vous le dit, l'analyse en laboratoire, il faut que vous ayez 5 grammes par litre de sel, parce que vous allez avoir, à cause des pluies, le sel qui va s'être dilué dans l'eau. Donc, il faut remettre du sel à l'estivage et refaire un contrôle du sel. Pareil que le TAC, on le met un petit peu élevé, on met à 5, 5,5, parce que
En dessous de 3, ça va déconner. Et vous allez, au fil du temps et des pluies, et des baignades, et du réappoint d'eau que vous allez mettre avec l'évaporation, diminuer le taux de sel de votre piscine. Donc, démarrez pas en début de saison à 3. Vous savez que dans 3 semaines, il va falloir en remettre. Pareil, vous avez un réglage de puissance dessus, sauf si vous avez une sonde redox. Si vous avez une sonde redox, le réglage se fait automatiquement. Si vous êtes sans sonde redox, c'est un réglage manuel de pourcentage de 0 à 100%, exactement comme le brominateur. Quelle puissance je mets? Ça dépend du taux d'ensoleillement, ça dépend de tous ces éléments-là, exactement de la même manière. Qu'est-ce qui va vous dire quel est le réglage? La bandelette. Et après, vous apprendrez quelle est la force du réglage que vous allez mettre. C'est comme quand vous faites un œuf au plat. Si je vous demande à quelle température vous mettez votre poêle, vous le savez à l'usage, parce que vous avez l'habitude, vous en avez cramé 2 œufs déjà, donc vous savez que maintenant, avec ce gaz-là, il faut mettre à telle puissance. Enfin, vous apprenez et vous avez l'expérience qui vous permet d'avoir ce réglage-là. Donc là, c'est exactement de la même manière. Vous pouvez régler votre puissance, contrôler avec la bandelette, et après vous ajusterez. Si vous avez un appareil UV, de la même manière, il faut l'allumer et ajuster sa puissance, toujours selon les mêmes règles, hein, le quart de rugbyman, les UV, le machin, je ne vais pas répéter. C'est la même chose pour savoir quelle est la puissance à mettre. Pareil, il y a un petit peu de sel pour les systèmes UV aujourd'hui en basse salinité, donc il faut vérifier que vous avez un taux de sel de 0,5 g par litre. Enfin, pareil, rallumez votre régulation pH. Régulation pH que vous n'avez pas obligatoirement. Par contre, si vous la rallumez, il faut obligatoirement vérifier et faire étalonner la sonde. Le pH, quand c'est que vous allez avoir besoin de l'ajuster? Souvent, quand vous avez un électrolyseur au sel. L'électrolyseur au sel va avoir un phénomène qui va faire monter le pH. Ça va monter le pH au fur et à mesure de la production du chlore par le sel. Donc là, soit vous avez un électrolyseur et donc vous avez un appareil de type régulation pH, soit vous ne l'avez pas. Si vous avez une régulation pH, vous allez avoir des bidons de pH moins liquides qui vont être injectés automatiquement. Si vous êtes à la main, vous mettez un peu de pH moins. Sur les petites piscines, par exemple, ça s'ajuste très rapidement parce que il y a très peu de pH moins à mettre. Ce n'est moins de 10 mètres carrés, vous mettez un petit verre de pH moins et vous avez ajusté votre pH. Et ça, comme vous le vérifiez toutes les semaines, vous le savez. Et vous prendrez l'habitude. Par contre, si vous avez une régule, il faut étalonner la sonde. Si vous n'étalonnez pas votre sonde, si vous ne vérifiez pas le bon fonctionnement de votre sonde, si une sonde dysfonctionne, elle va se mettre à injecter du pH à balle dans votre eau, et vous allez totalement la déséquilibrer, et vous allez même pouvoir abîmer la coque, et abîmer même d'autres appareils, si l'eau devient acide, parce que la sonde a mal été étalonnée, ou elle n'a pas été étalonnée. Donc, il faut vraiment vérifier vos sondes au début d'été. Alors, sonde pH ou sonde redox, si vous avez un contrôle du chlore automatique sur un électrolyseur, il faut aussi vérifier la sonde. Toutes les sondes doivent être étalonnées tous les ans, au minimum. C'est bon? Alors, on a une piscine nettoyée, équilibrée, désinfectée, propre. Maintenant, on va aussi, dans le même temps, parce que là, on a fait beaucoup de manuels, en le mettant en marche pendant 24 heures, régler le temps de filtration. Réglage du temps de filtration, comment on règle? Alors, vous avez la première chose, les horloges manuelles. Ceci. Et vous avez encore, ici, l'explicatif de comment est-ce que l'on règle son horloge. Ça a été des questions au début. Première chose qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, une horloge, on va lui régler l'heure. Et pour régler l'heure, c'est comme n'importe quelle montre. On voit ici, petite aiguille, grande aiguille. Et on vient, comme une montre, lire l'heure. Petite aiguille, grande aiguille, on tourne au centre et on lit l'heure. Une montre, c'est 12 segments, c'est 12 heures. Et pourtant, on a le matin et l'après-midi. Comment on le sait? Eh bien, dans la petite horloge, vous voyez ici
3, 6, 9. Vous avez des petits carrés ici. 3, 6, 9. Donc là, on est 3 heures du matin, 6 heures du matin, 9 heures du matin. Si je tourne, ça va être 15, 18, 21. 15 heures, 18 heures, 21 heures. Donc, on sait qu'on est en matin ou en après-midi avec ce qui est écrit dans ces petits carrés à l'intérieur. Et on tourne, et on tourne. Et si on veut passer l'après-midi, ben on fait 12 heures, comme on faisait avec la montre. On tournait nos 12 heures avant d'y arriver. Donc, la première chose, on ne s'occupe pas des picots, on règle directement l'horloge. Je peux vous le faire passer pour ceux qui veulent regarder. Si vous avez besoin, c'est la première chose, c'est régler l'heure, c'est le plus important. Non. Et pourquoi il s'était complètement décalé? Alors, il peut se décaler à toute panne de courant ou toute coupure de disjoncteur. Si vous coupez le disjoncteur, effectivement, à la maison, et qu'il n'y a plus d'électricité sur l'horloge, ça s'arrête. Si vous la redémarrez 2 heures plus tard, ben, elle a 2 heures de décalage. Donc, on règle 7 heures. On a bien réglé l'heure. Et après, on va régler le temps de fonctionnement. Et là, vous avez la couronne verte. La couronne verte est totalement décorrélée de l'heure du milieu. Il n'y a aucun lien. Le milieu, c'est une horloge. Autour, c'est des picots pour choisir sur une plage de 24 heures le fonctionnement. Donc ici, on voit, on a un fonctionnement de 8 heures à 22 heures qui est mentionné directement là, de 8 heures à 22 heures, parce que les picots sont enfoncés. Et vous avez le sens de fonctionnement des segments ici, c'est ce qu'on appelle les picots, les segments, qui est mentionné avec le petit schéma. 1 enfoncé, 0 éteint. Sur l'horloge, c'est écrit. Donc là, vous allez régler les temps de fonctionnement sur le tour, une fois que vous avez réglé l'heure. Des questions sur l'horloge mécanique? Quand c'est descendu, c'est que c'est... C'est allumé. Quand c'est vers le sens, vous voyez ici, vous avez le sens là. 0 vers l'extérieur, 1 vers l'intérieur. Donc quand le picot est vers l'intérieur, c'est qu'on est allumé. Combien de temps on fait fonctionner sa filtration? C'est écrit en bas. C'est en gros la température de l'eau divisée par 2. Si vous avez une eau à 26 degrés, on va demander 13 heures de filtration. Plus ça va être chaud, plus on va monter, 15, 16 heures. Si vous dépassez les 30 degrés, il ne faut pas. C'est trop chaud, 30 degrés, pour les piscines. Mais 28, 29 degrés, il faut mettre en fonction quasiment permanente. Attention au mode de fonctionnement ici. Vous avez une horloge et un 0. Bien le mettre sur l'horloge qui est le mode automatique. Il va suivre ce qu'il y a sur la programmation. Si vous êtes avec le 1 sur la gauche, il va être en fonctionnement permanent. Si vous êtes à 0, il va être éteint. Donc bien avoir le mode de fonctionnement sur horloge, bien régler l'heure, et après la durée que vous voulez. Sur les blocs intégrés que vous avez, c'est une application qu'on a dû vous installer qui permet de régler ces segments d'horaire directement. Et quand vous vous connectez, parce que si vous coupez et que vous rallumez, l'horloge va perdre l'heure, exactement de la même manière que ce que a demandé monsieur tout à l'heure. Quand vous vous connectez à votre téléphone, il prend l'heure du téléphone. Au moment où vous vous connectez avec l'appareil, l'horloge se met à l'heure. Et vous avez les segments de la même manière, enfin des plages horaires que vous allez définir. Là, actuellement, il est conseillé de faire quoi? 2 fois 2 heures, c'est ça? 2 fois 2 heures quand vous étiez en hiver. Oui. Là, quand vous allez passer au-dessus de 15, donc minimum, 15 divisé par 2, 7,5, 8 heures de filtration. Et l'idéal, c'est de le faire autour du zénith du soleil. Parce que c'est là où il y a le moment de la prolifération, donc c'est aux alentours de 13 heures. Donc c'est 4 heures avant, 4 heures après. Donc ça va être démarrer vers 9 heures et vous allez finir vers 17-18 heures. Et si vous avez une eau à 26, vous répartissez ces 13 heures autour de 13 heures également. Si vous avez une horloge Mayadigo, je ne sais pas s'il y en a chez vous qui ont l'horloge Mayadigo, donc vous avez cette application qui est une application, là c'est carrément de la domotique, on est au-dessus même de l'horloge connectée, c'est vraiment une application domotique, où là il faut se mettre en auto thermo-adaptatif et mettre du lundi au dimanche. Et donc là, cette domotique, ce petit automate, va gérer le temps de filtration avec la mesure de température.
on est pas mal. La piscine est propre, elle est équilibrée, elle est désinfectée, la filtration tourne, mes fils sont propres. On va la chauffer. On va allumer la pompe à chaleur. Et donc, on va passer, comme c'est écrit sur le petit schéma, le bypass en mode été. Alors, le bypass, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de 3 vannes qui permettent de faire traverser l'eau dans la pompe à chaleur ou pas. Pendant l'hiver, on va vider les tuyaux vers la pompe à chaleur pour les problèmes de gel. Donc, on va vider notre pompe à chaleur. Il n'y aura pas d'eau dans la pompe à chaleur. On va l'isoler du circuit de filtration. En été, bah oui, on va faire passer l'eau dans la pompe à chaleur parce qu'on a bien l'intention de la chauffer. Attention, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne fait pas passer toute l'eau dans la pompe à chaleur. Si l'eau passe trop vite dans la pompe à chaleur, elle va traverser l'échangeur trop rapidement et vous allez avoir un mauvais échange de chaleur entre l'échangeur et l'eau. Donc vous allez mal chauffer. Donc il y a un réglage à réaliser, on le fera ensemble tout à l'heure, de cette vanne qu'on appelle la vanne de bypass qui permet que l'eau aille tout droit. Vous avez l'entrée, la sortie de la pompe à chaleur et là vous avez l'eau qui va tout droit. Donc plus vous allez ouvrir, comme l'eau va prendre le chemin le plus simple, elle va aller en face. Plus vous allez fermer, plus elle va a tendance à descendre par la pompe à chaleur. Et donc ce réglage de bypass, on va le régler avec la pompe à chaleur allumée pour avoir entre la température d'entrée et de sortie quand elle chauffe, entre 1 et 2 degrés d'écart. Entre 1,5 et 2, c'est parfait. Si on arrive à se dire, ben voilà, j'arrive à chauffer mon eau 1,5, 2 degrés de plus à ce qu'elle rentre, on sait qu'on a à peu près le bon débit dans la pompe à chaleur. On va voir aussi comment on l'allume. Donc on allume sa pompe à chaleur, première chose, au disjoncteur. Hein. Le disjoncteur est éteint, ça ne va pas marcher. On allume le disjoncteur, parce que pendant l'hiver, il a été coupé. On va allumer la pompe à chaleur avec le bouton de gauche, le bouton on-off. Attention, elle est toujours allumée sur l'écran. Elle est en veille ou elle est en chauffe. Mais à partir du moment où le disjoncteur est allumé, c'est allumé. Par contre, elle est en veille ou elle est en chauffe. Le bouton de gauche va permettre aussi de déverrouiller. Vous avez un petit cadenas qui se met au bout d'un certain temps et le clavier ne marche plus. Il faut rester appuyé 3 secondes sur le bouton de gauche pour déverrouiller ce cadenas, pour pouvoir y aller. Et après, on va choisir quel mode de chauffe on met. Vous avez plusieurs modes de chauffe ou même de refroidissement parce que les packs sont réversibles. Vous avez un bouton ici avec ces 4 carrés où vous pouvez appuyer 3 secondes et vous allez changer parmi les modes. Vous avez le mode marche forcée qui est avec un petit bonhomme costaud. Vous avez le mode éco, de chauffage éco. Donc ça, c'est bien de le mettre une fois que vous avez atteint la consigne que vous vouliez. En début de saison, on va vous conseiller de mettre la marche forcée et de mettre la filtration en mode H24, en marche forcée aussi, pour monter l'eau le plus rapidement possible. C'est l'objectif, de le monter, et après de le maintenir de manière écologique, en mettant le mode éco pour maintenir votre eau. Et vous allez pouvoir changer la consigne avec les flèches haut et bas. Il y a tout un tas de fonctionnements autres possibles dans la PAC que nous vous déconseillons d'utiliser. L'horaire, les heures de fonctionnement, je chauffe que de 7h à midi, etc. Parce qu'après, entre l'horloge, le mode de fonctionnement de la PAC, vous avez tous les ingrédients pour que vous n'y arriviez plus. La PAC, elle chauffe tout le temps. Et elle fonctionnera seulement quand la pompe de filtration tournera, avec l'horloge que vous avez réglée. Si la pompe de filtration s'arrête, il n'y a plus d'eau qui coule, nulle part, ça ne tourne plus, la pompe à chaleur va s'arrêter. Si vous avez la domotique Mayandigo, voilà comment il faut régler. La consigne dans la pompe à chaleur, si vous avez Mayandigo, il faut la mettre 2 degrés à minimum au-dessus de ce que vous voulez. Si vous me dites par exemple, je veux une eau à 28, sur la PAC, donc ici, vous allez régler à 30. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas demander à la PAC de s'arrêter à 28, vous allez demander de s'arrêter plus loin. Pourquoi? Parce que c'est
MyIndigo qui mesure la température et qui va arrêter la PAC avant. Donc la régulation, ce n'est plus la PAC qui l'a fait, c'est la domotique MyIndigo. Et vous allez pouvoir mettre en auto-filtration 28 degrés toute la journée. Et c'est la domotique qui va dire à la PAC, démarre, arrête-toi, tu es à 28, stop. La PAC, vous n'y touchez pas sur les consignes. Clair? Si jamais vous voyez E03 sur votre pompe à chaleur, c'est le code erreur qu'on parlait tout à l'heure, justement, du manque d'eau, et que le capteur débit dit qu'il n'y a plus de passage d'eau. C'est ce qui va se passer quand la pompe de filtration s'arrête. Mais c'est aussi ce que fait MyIndigo, la domotique, pour dire à la pompe à chaleur de s'arrêter. Simule un manque d'eau. Donc, quand votre eau est à 28, si votre pompe de filtration fonctionne et qu'il y a écrit E03, c'est peut-être que MyIndigo a arrêté. Donc, il ne faut pas vous inquiéter sur cette erreur. Pour chauffer votre eau au départ, je vous l'ai dit tout à l'heure, privilégiez de faire tourner votre filtration en mode H24. Donc, vous la mettez en marche forcée, que ça filtre en permanence pour la première montée de température de votre eau. Et vous mettez le petit bonhomme costaud avec le soleil, donc mode chauffage. On regardera ça dans l'atelier tout à l'heure, pour effectivement que la PAC chauffe plus rapidement votre eau. Parce que la PAC, la pompe à chaleur, ne chauffe que quand la filtration tourne. Donc, mettez la filtration à fond, H24, marche forcée, ça va monter votre eau en température. Ben voilà. Votre piscine est en mode été. Malgré tout, quelques conseils. 2 produits qu'on néglige, mais qui sont qu'on néglige assez fréquemment, mais qui sont vachement conseillés pour maintenir une eau propre et une ligne d'eau propre. Les éponges à corps gras. Quand vous allez vous baigner, vous allez souiller votre eau. Avec la sueur, avec les crèmes solaires, avec tout ce qui va bien, etc. Et même la pollution va venir flotter sur l'eau et va venir justement marquer cette ligne d'eau. Et comme vous l'ai dit, il faut venir la nettoyer de manière régulière, minimum 2 fois par an. Il existe des petites éponges, ce n'est pas des produits très chers du tout, mais ces petites éponges, vous les mettez dans les paniers de skimmer et ça va absorber les corps gras. Ça va absorber la pollution, la crème solaire, et ça va protéger votre ligne d'eau et ça va prendre 50 à 70% des saletés qui ne vont pas venir se déposer sur la ligne d'eau. Et après, vous jetez cette éponge et vous la changez quand elle est pleine. Et puis, elle n'est pas très appétissante quand vous l'achetez, je vous assurer. Et bien ça permet déjà de limiter la salissure sur votre ligne d'eau. Quand en été, alors, ça peut se mettre en hiver, hein, mais elle va beaucoup moins se salir puisque généralement, elle est bâchée. Donc, il y a moins de saleté, mais vous pouvez la laisser. Mais effectivement, l'été, c'est là que vous allez avoir les crèmes solaires et qu'elle va être beaucoup plus ouverte et beaucoup plus soumise à ces salissures. Dans le skimmer. Dans le skimmer, tout bêtement. Au-dessus du panier. Et un autre produit, des chaussettes à panier de skimmer. C'est tout bête, mais ces petites chaussettes, elles vont faire durer le filtre. C'est les petites chaussettes que l'on met à l'intérieur du panier de skimmer et qui va attraper des impuretés plus fines que le panier de skimmer. Donc ça va, en amont, déjà enlever plein de particules avant d'aller au filtre papier. Donc ça va permettre de prolonger les durées de vie des filtres et c'est plus économique que de changer un filtre. Donc ça, c'est des petits produits qui sont pas mal et qui permettent de garder une piscine propre et de faire prolonger les durées de vie des filtres des équipements. Alors là, une petite synthèse des produits, parce que vous allez sûrement avoir besoin de produits. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est quand même de prendre des produits de marque. Alors, des marques qui sont connues. Vous avez Berol, vous avez HTH, c'est des produits que l'on fait. C'est des produits qui sont dans une gamme de prix identique, que ce soit chez un pisciniste ou dans la grande distribution. Ces produits de marque ont un prix marché identique. Donc, ce n'est pas plus cher de venir chez un pisciniste, chez nous ici en l'occurrence, que dans la grande distribution. Prenez les produits Berol
du produit HTH, vous aurez les mêmes prix. Attention aux produits distributeurs, qui sont avec des marques diverses et variées. La concentration des produits n'est pas le même. 5 kg de brome, ou ça ne va pas être la même quantité et la même efficacité d'une marque à l'autre. Donc, c'est peut-être des fois le produit, il est peut-être moins cher. Par contre, en intensité, en efficacité, vous y perdrez. Et en fonction du type de désinfection que vous avez le brome, le chlore, l'électrolyse et les UV. Pour ajuster votre TAC. Donc, vous avez du TAC+. Quand vous êtes sur le désinfectant, vous avez soit des galets de brome, soit du chlore lent, donc nous on fait très peu de piscine au chlore, soit c'est le sel pour ceux qui sont au sel, et après l'oxygène actif pour certains bio-UV. Système UV, mais vous n'en avez pas. Le choc, on vous conseille pour le choc d'utiliser le choc HTH pour ceux qui sont au brome. Quand vous êtes avec un électrolyseur au sel, on va vous conseiller un autre produit qu'on appelle le Désalgine Choc, qui est celui-ci. Pourquoi est-ce qu'on va conseiller un choc différent et d'utiliser celui-là en traitement choc? Parce que dans ce produit choc, il y a ce qu'on appelle du stabilisant. Ça va permettre de faire durer plus longtemps le chlore produit par l'électrolyseur face aux UV. Le chlore va être très vite consommé par les UV. Donc, votre électrolyseur va produire. Quand votre piscine va être face aux UV, elle va produire plus et de plus en plus. Si vous mettez du stabilisant, un petit peu, il ne faut pas en mettre trop. C'est pour ça qu'on vous conseille de le faire qu'avec cet équipement-là. Ce choc-là va amener une dose de stabilisant dans votre bassin qui va permettre de maintenir un chlore un peu plus longtemps dans votre eau et préserver votre électrolyseur au sel. Donc, le traitement choc, quand vous avez un électrolyseur, on vous conseille le Désalgine Choc. Ensuite, un produit où on en a peu parlé, on n'en a pas parlé du tout d'ailleurs, c'est le Désalgine. Qu'est-ce que c'est? C'est un anti-algue. C'est un anti-algue qui permet de prévenir la prolifération des algues. C'est un produit préventif. Ça ne sert pas à tuer, on tue avec le choc. Mais le Désalgine permet de maintenir une eau plus claire, plus propre, notamment quand vous êtes au brome, et on vous conseille fortement de le mettre quand vous êtes au brome. Pourquoi? Le brome, vous allez remplir pour 3 semaines, 15 jours, 1 mois, ça dépend combien vous en mettez. Quand vous allez tomber en panne de brome, et que vous allez oublier d'aller remettre du brome, pourquoi? Parce que déjà, vous n'avez pas mesuré. Ou même si vous mesurez et que vous êtes tombé en panne du brome le mardi, vous arrivez le dimanche pour mesurer, ça fait quand même 5 jours sans brome. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez aussi le voir à l'eau, elle commence à verdir un peu, elle commence à devenir un peu plus trouble. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les algues commencent à proliférer parce qu'il n'y a plus de désinfectant. Le Désalgine va permettre de faire tampon le temps que vous remettiez du brome dedans. Donc, il est conseillé d'avoir du Désalgine pour effectivement, de manière préventive, éviter ces baisses de brome et montées de brome et pour lisser effectivement cette partie-là. Ça, on ne met pas forcément, on l'a. Et on conseille de le mettre tous les mois, de mettre un peu de produit, de mettre ce Désalgine tous les mois, parce que c'est du préventif. C'est du préventif. Alors, c'est surtout pour le brome, là, il faut vraiment l'utiliser pour le brome. Sur l'électrolyse au sel, ça marche aussi, parce que souvent, des fois, les électrolyseurs, on peut avoir un niveau de sel, ça a déjà arrivé qui baisse, et puis ça s'arrête. Ce qui va se passer, c'est que l'algue va démarrer. Le Désalgine, ça vous permet de prévenir la prolifération des algues en cas de désinfection qui diminue. Et dans votre pack de démarrage, il est fondu avec? Non, on met que les désinfectants et le pH quand vous avez une régule. Quand vous avez une pollution au phosphate, les produits qu'on conseille. Quand vous avez une pollution calcaire, les produits qu'on conseille. Et enfin, dernier produit où là j'attire votre attention, c'est un produit dangereux, il faut faire gaffe. C'est les flocculants et les clarifiants. Aujourd'hui, je vous ai dit que vous allez blanchir votre eau si elle était un petit peu verte et que vous allez tuer les algues. Ça va blanchir. Ces particules, elles vont être attrapées par le filtre. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que des fois, il y a des particules plus petites que la taille de votre filtre. Et donc, ces particules traversent votre filtre et elles reviennent dans le bassin. Et donc, vous allez avoir des particules qui ne vont pas être filtrées parce que vous n'arriverez pas à les attraper. Et dans ce cas-là, on va utiliser un produit
une sorte de slime, hein, un slime qu'on va mettre dans le skimmer et qui va attraper. Et ça va coller les particules et le film va pouvoir les attraper. Et attention, ça s'appelle soit des flocculants, soit des clarifiants en fonction du type de filtre. Si vous mettez du floculant, qui est fait pour un filtre à sable, sur un filtre papier, vous allez bousiller votre cartouche papier. Vous pouvez l'acheter. Donc ces produits clarifiants, floculants, etc., attention à prendre le bon en fonction de votre filtre. Pas prendre n'importe lequel. Si vous êtes un filtre à cartouche, nous on vous conseille le Claripur, il est fait pour les filtres à cartouche et vous permettre d'amalgamer justement ces impuretés et de le nettoyer au jet d'eau et ça va partir, ne vous abîmerez pas votre cartouche, c'est fait pour. Si vous prenez un floculant, qui est très bien, le Superfloc Plus de chez Bérol est génial, alors l'utilisez pas sur une cartouche en papier, sinon vous bousillez votre cartouche. Pour un filtre à sable, c'est parfait. Et ça peut aider à clarifier l'eau rapidement quand vous avez une eau qui est passée très verte et que, effectivement, ces particules traversent et que vous n'arrivez pas à les nettoyer. Le SAV, moindre question d'utilisation. Hein, je ne parle pas de panne. Si vous en avez, ce sera le même moyen, mais la moindre question. Vous avez un mail, sav-rêve-de-piscine.com, vous pouvez les envoyer, ou vous pouvez les joindre au téléphone. Vous appelez l'entreprise 02 51 13 98 50 et vous faites le 2. Et là, vous avez le SAV qui va vous répondre. Il y a 2 personnes qui sont à plein temps pour vous répondre et vous aiguiller, que ce soit de la simple utilisation ou une question. Ils sont là pour vous aiguiller. Et ils sont joignables du mardi au samedi de 10h à midi et de 14h à 17h. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux ateliers pratiques. Ok. Bon, alors l'atelier pompe à chaleur. On va commencer par cet atelier-là. Nous avons donc ici un bypass qui est en position hiver. Donc l'entrée de la pompe à chaleur est fermée, la sortie de la pompe à chaleur est fermée et la bypass est à 100%. La première des choses que l'on va faire, c'est ouvrir l'entrée et ouvrir la sortie de manière à ce que toute l'eau passe par la pompe à chaleur. On se sera assuré préalablement que la vis de purge de la pompe à chaleur et les raccordements de la pompe à chaleur soient correctement positionnés. On ouvre l'entrée et on ouvre la sortie. À partir de ce moment-là, on va avoir l'eau qui va se diviser entre l'entrée et le bypass. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va fermer la vanne de bypass et on va s'assurer que l'eau, pour l'instant, dans une première étape, traverse la pompe à chaleur. Ensuite, une fois que l'eau traverse la pompe à chaleur, nous allons l'allumer. Pour l'allumer, nous allons allumer directement le disjoncteur et nous avons l'écran qui s'allume. Nous allons attendre un petit peu. Là, vous voyez, elle est en fonction. Si on appuie sur le bouton de gauche, elle est en veille. Si je rappuie sur le bouton de gauche une fois, elle est en fonction et je choisis les modes avec le bouton avec les 4 carrés en restant appuyé 3 secondes dessus. Si je reste appuyé 3 secondes, elle passe en mode refroidissement. Si je reste encore appuyé pendant 3 secondes, elle passe en mode automatique. Donc là, elle va faire du chaud et du froid en fonction de ce qu'elle a besoin. Si je reste appuyé encore 3 secondes, elle va passer en mode éco chauffe. Ça, c'est le mode que l'on va mettre une fois que la température de consigne sera atteinte pendant la saison. Pour la première chauffe, on vous conseille de vous mettre en mode forcé, le petit bonhomme costaud, en mode forcé, chauffe. Donc là, on va attendre quelques minutes que la pompe à chaleur démarre. Pour l'instant, elle n'a toujours pas démarré. Comme on peut le voir en bas, il n'y a rien, elle ne tourne pas. Voici, la pompe à chaleur a démarré. Donc là, on voit effectivement le ventilateur, le compresseur, les forces qui ont démarré. Donc là, la pompe à chaleur est en fonction. On voit qu'on a un écart de 0,4, 0,5 degrés entre les deux, entre l'entrée et la sortie. Petite info également, le réglage du point de consigne qu'on va vérifier. Donc là, vous voyez, il y a un petit cadenas, donc elle est verrouillée. Je peux appuyer sur les touches, il ne se passe rien. Si je veux enlever le petit cadenas, je reste appuyé pendant 3 secondes sur le bouton de gauche. Ce qui retire le petit cadenas et maintenant, les touches sont en fonction. Vous réglez le point de consigne ici avec haut et bas. Et vous pouvez voir, ici, on est à 28. Je pourrais mettre à 29. Je
pourrais mettre à 27, je mets à 28 et je valide avec le bouton de gauche. Donc là, on a une consigne à 28 et on a un écart de 0,5. Ce qui n'est pas conforme, hein. L'objectif, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est d'avoir un bypass qui va séparer en deux la partie de l'eau qui va aller tout droit et celle qui va passer à la pompe à chaleur, de manière à avoir un débit plus faible dans la pompe à chaleur et avoir un écart de température plus grand. L'objectif étant d'avoir entre 1,5 et 2 degrés d'écart entre ces deux consignes ici. Donc, ce que l'on va faire, on va commencer par fermer la vanne de bypass à 50%, de manière à ce qu'il y ait une partie de l'eau qui a tout droit directement ici, et on va attendre 2-3 minutes, le temps que la différence de température se stabilise. Là, les températures sont stabilisées, donc on voit là, on a 14-8 en entrée, et on oscille entre 15, 9 et 16 en sortie. Donc là, on se retrouve avec à peu près 1,2 degré d'écart, ce qui est conforme, mais je vais essayer quand même d'aller atteindre entre 1,5 et 2, puisque c'est vraiment la zone optimum. Donc, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un petit peu plus, de manière à ce qu'il y ait un petit peu plus d'eau qui aille tout droit, et un peu moins de débit dans la pompe à chaleur pour optimiser un peu la chaleur, l'échange de calories. Donc, hop, je l'ouvre un tout petit peu plus, et on va réattendre quelques minutes pour voir si on arrive à être entre 1,5 et 2. Et voilà, effectivement, on arrive là à dépasser le 1,5. On est à 16,5 par rapport à 14,8. Donc, on est déjà à 1,8 là maintenant. On vient de passer à 1,8. Donc, on est bien entre 1,5 et 2. Là, on a un échange de calories qui est efficace et ma veine de bypass est correctement réglée. L'atelier de l'étalonnage d'une sonde. Alors, on va prendre le cas là pour une sonde pH. Ça serait une sonde redox. La procédure est totalement similaire. Je vous invite à vous reporter, comme je le disais, au manuel utilisateur de vos équipements, parce qu'en fonction de chaque équipement, la procédure n'est pas obligatoirement la même, et je vous invite à vous y référer. Là, on va prendre un exemple sur le Duo 10 ou le SG60, qui est effectivement un équipement qui va nous permettre d'avoir et l'électrolyseur et la régule pH, mais on va s'occuper de la fonction pH. Donc la régule pH utilise une sonde qui est ici, la régule pH est là, la sonde pH est là, et donc il va falloir qu'on puisse la retirer. Donc là, la pompe est en fonctionnement, je vais d'abord, dans un premier temps, devoir arrêter ma filtration. Pour arrêter ma filtration, je viens sur le bouton de filtration, qui est en automatique, je me mets sur la position 0, ce qui fait que là, ça éteint la filtration. Avant d'ouvrir, nous allons fermer les vannes d'entrée, c'est-à-dire la bande de fond à fermer, les skimmers à fermer, la prise balai, de manière à être sûr de ne pas désamorcer les tuyaux d'arrivée et la pompe. Ensuite, je vais pouvoir dévisser cette partie-là et je vais remplacer la sonde par un obturateur de sonde. Si vous avez une ancienne sonde, ça fonctionne également. Je vais retirer la sonde de son support, tout simplement, et mettre l'obturateur. Et je vais fermer. Vous avez entendu effectivement l'eau qui est partie, elle est partie du côté refoulement, c'est pas grave, du moment qu'on ne désamorce pas au niveau de l'admission. Voilà, j'ai refermé, j'ai ma sonde qui est à ce niveau-là. Je vais maintenant pouvoir, avant de rallumer ma filtration, rouvrir mes vannes d'arrivée. Je vais rouvrir mon skimmer et ma bande de fond à 50%. Et ensuite, je vais pouvoir démarrer ma filtration. Ce qui va démarrer également mon électrolyseur. Comme je l'ai dit préalablement, je l'ai allumé au disjoncteur. La filtration démarre, toute l'air est chassé, je m'assure qu'il n'y ait pas de fuite dans l'obturation que j'ai mis. Très bien. Pour le fonctionnement de l'appareil Duo 10 ou SG60, j'ai besoin de deux solutions, une solution étalon 7 et une solution étalon 10. Des solutions étalons sont disponibles en magasin directement. Donc, la procédure est assez simple. Sur cet appareil, on va dans Menu, on va aller choisir Régulation pH, et après, on va aller sur Étalonnage, et on valide. L'appareil me demande d'introduire la sonde dans la solution d'étalonnage 7. Je prends la solution d'étalonnage 7,
Je positionne la sonde à l'intérieur, je la trempe et je vais valider le fait qu'elle est dans le pH 7. Et on va attendre quelques minutes. Ça prend un petit peu de temps et elle va nous mentionner la suite des actions à faire quand elle aura fini son étalonnage sur l'étalon A7. Ça y est. Il me demande maintenant de mettre dans la solution d'étalonnage 10. Donc je retire ma solution 7. Et je vais mettre ma sonde dans la solution 10. Et je vais valider. Et on passe sur la deuxième phase d'étalonnage, où il va étalonner avec la solution 10 et nous dire si l'étalonnage de la sonde est correct. Dans le cas où il serait incorrect, la sonde serait à changer. Et voilà, étalonnage pH réussi. Je retire la sonde de la solution 10, que je mets de côté. Et maintenant qu'on a l'étalonnage qui réussit, on va pouvoir réintroduire la sonde. Donc on rééteint la pompe de filtration. Nous refermons nos vannes pour éviter de désamorcer notre pompe. Et nous allons retirer l'obturateur et réintroduire la sonde. Voilà, et on s'assure qu'elle aille bien dans une position à peu près milieu dans le tuyau. Et voici, nous rouvrons maintenant nos vannes et nous remettons en fonction notre filtration. Et voici, nous avons étalonné notre sonde. Concernant ces solutions étalons, elles sont dispo au magasin. Nous avons des solutions jetables de préférence. Ça, c'est des solutions qu'on fait pour les professionnels qui utilisent toute la semaine. Mais il y a des petits sachets jetables. Nous vous conseillons de les jeter et de ne pas les conserver. Pour la simple et bonne raison, c'est que les solutions ont du mal à se conserver au froid ou même aux UV. Donc, plutôt qu'attendre un an et bousiller votre solution étalon et vous demander pourquoi l'étalonnage ne fonctionne pas, on vous conseille de racheter ces petits sachets jetables avec des solutions à usage unique.